La richesse extrême apporte souvent du pouvoir, du confort et de l'attention. Mais derrière les jets privés, les voitures de luxe et les villas somptueuses se cachent des histoires où le privilège a conduit à des fins tragiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 cas réels de décès liés au luxe extrême. Des personnes dont la fortune et le mode de vie ont joué un rôle dans leur chute. Ce ne sont pas de simples accidents, mais des rappels troublants que l'argent et l'excès peuvent avoir un coût terrible. Nous sommes le 15 juillet 1997, à Miami Beach, en Floride. Gianni Versace, créateur de mode de 50 ans au sommet de sa carrière, sort de sa villa, la Casa Casuarina, pour se rendre au News Café. C'était sa routine habituelle. Prendre un café, acheter quelques magazines comme Vogue ou The New Yorker, puis rentrer chez lui. Quelques jours plus tôt, il avait présenté une nouvelle collection à Paris. L'avenir semblait radieux, mais en rentrant chez lui, tout bascule. Au 1116 Ocean Drive, alors qu'il insère sa clé dans la serrure de sa villa, Versace est approché par derrière et reçoit 2 balles dans la tête. Son assassin, Andrew Cunanan, un homme de 27 ans déjà recherché pour 4 meurtres, à travers les États-Unis. Ce matin-là, Cunanan met fin à la vie de l'une des figures les plus influentes de la mode. Giovanni Maria Versace est né le 2 décembre 1946 à Reggio de Calabre, en Italie. Issu d'une famille modeste, il grandit aux côtés de son frère Santo et de sa sœur Donatella. Leur mère, Francesca, était couturière et c'est auprès d'elle que Gianni apprend très tôt. À seulement 9 ans, il crée sa première robe. Tandis que les autres enfants jouaient dehors, lui dessinaient des croquis et imaginaient des défilés. Un temps attiré par l'architecture, il finit par se consacrer à la mode. En 1972, il s'installe à Milan et en 1978, il lance sa propre marque, Versace. Son style est audacieux, mélangeant l'art classique, l'imagerie romaine et grecque, et la culture pop moderne. Certains critiques le jugent trop tape à l'œil, mais Versace repousse les limites. Il assume la sensualité dans la mode et fait partie des premiers à transformer des mannequins comme Naomi Campbell ou Linda Evangelista en véritables stars mondiales. Avec Santo comme président et Donatella comme vice-présidente, il bâtit un empire. La marque s'étend aux meubles, aux accessoires et même à l'automobile. Dans les années 1990, la maison Versace est estimée à plus de 800 millions de dollars avec 130 boutiques dans le monde. Ses créations sont portées par la princesse Diana, Madonna, Elton John ou encore Tupac Shakur. En privé, Gianni luttait contre un cancer de l'oreille. Il se réjouissait de poursuivre sa vie aux côtés de son compagnon Antonio D'Amico. De son côté, Andrew Cunanan sombre. Mythomane, il prétend vivre une vie luxueuse et se vante de connaître des célébrités dont Versace, bien que la plupart de ses histoires soient inventées. En avril 1997, il entame une série meurtrière tuant 4 hommes, Jeffrey Trail, David Madson, Lee Miglin et William Reese. Selon les enquêteurs, certains meurtres était personnel, celui de Reese servant probablement à voler un véhicule. Placé sur la liste des 10 criminels les plus recherchés du FBI, Cunanan disparaît. En juillet, il se cache à Miami Beach. Le matin du 15 juillet, lorsque Versace revient du café, Cunanan traverse la rue et lui tire dessus à bout portant. Des témoins décrivent un homme portant une casquette et un sac à dos. Une colombe à proximité est également touchée, ce qui fait un temps envisager aux enquêteurs une signification symbolique. À l'intérieur, Antonio D'Amico entend les coups de feu vers 9 heures. D'abord sans comprendre, il accourt au portail et découvre Gianni effondré sur les marches. Transporté en urgence au Jackson Memorial Hospital, il est déclaré mort à 9h21. Ses funérailles ont lieu à Milan le 22 juillet, rassemblant plus de 2000 personnes, dont la princesse Diana et Elton John. Gianni est incinéré, ses cendres reposant près du lac de Como. Cunanan est identifié grâce aux témoins et à ses empreintes digitales. 8 jours plus tard, le 23 juillet, son corps est retrouvé dans une péniche non loin. Le mobile ne sera jamais éclairci et le lien réel entre lui et Versace demeure mystérieux. Après la mort de Gianni, Donatella reprend la direction artistique. Santo devient PDG et leur nièce Allegra hérite de 50% de l'entreprise à ses 18 ans. Peu à peu, la maison Versace retrouve sa place, fidèle à la vision audacieuse de son créateur. En 2018, la série The Assassination of Gianni Versace, produite par FX, dramatise les événements, bien que la famille l'ait publiquement désapprouvé. Gianni Versace a révolutionné la mode en mariant art, culture et célébrité comme personne avant lui. Mais par un matin tranquille à Miami, sa vie a été brutalement fauchée. Près de 30 ans plus tard, son influence continue de marquer le monde qu'il a laissé derrière lui.
Nous sommes en 1998, à Manitoba, au Canada. Gerald Muswagon, un homme de 42 ans originaire de la petite communauté de Norway House, entre dans un magasin et achète un billet de loterie Super 7 à 2 $. Pour la plupart des gens, c'est un geste banal, mais ce billet allait changer sa vie en un instant. Il remporte 10 millions de dollars. Vu de l'extérieur, cela ressemblait à un rêve. Un homme ordinaire devenant millionnaire du jour au lendemain. Mais pour Gerald, ce gain fut en réalité le début d'une descente aux enfers qui se terminerait 7 ans plus tard dans la tragédie. Au départ, Gerald profite de sa nouvelle fortune. Il achète une grande maison qu'il remplit de meubles coûteux, d'électronique dernier cri et de voitures. Très vite, sa demeure devient un lieu de fête où amis et connaissances se réunissent pour boire, célébrer et profiter de ses gains. Gerald n'était pas égoïste avec son argent, au contraire, il donnait généreusement, parfois trop. Un jour, il achète 8 grands écrans plats et les distribue autour de lui. Il réglait souvent les factures de ses amis et offrait des cadeaux sans hésiter. Mais ses dépenses n'avaient aucune limite. L'argent sortait aussi vite qu'il entrait. Son cousin, Mike Muswagon, racontera plus tard que Gerald s'était entouré des mauvaises personnes. Beaucoup attendaient des faveurs ou des dons, mais personne ne l'aida à préparer son avenir. Il avait de l'argent, mais aucun conseil. À Winnipeg, les rumeurs circulaient. Gerald dépensait de grosses sommes en alcool et en substances illicites. Son style de vie était public. Pour les autres, il brûlait littéralement sa fortune. Espérant changer de direction, Gerald tente de lancer une entreprise, une société de bois baptisée Gerald's Logging. Mais faute de contrat, l'affaire s'effondre rapidement. Ce qui devait être un nouveau départ devient un nouvel échec. Bientôt, l'argent commence à manquer. Sa maison, autrefois animée par les fêtes, devient silencieuse. Gerald retombe peu à peu dans son ancienne vie, mais cette fois avec un casier judiciaire et moins de perspectives. En octobre 2000, la situation s'aggrave. Gerald prend son Chevy Silverado pour une virée qui se transforme en une course-poursuite à grande vitesse avec la police. Il atteint les 180 km/h avant d'être stoppé. Reconnu coupable de conduite dangereuse, il est condamné à 3 mois de prison. Quelques années plus tard, un autre drame frappe. Sa femme décède. Peu après, Gerald est de nouveau accusé d'une infraction grave à laquelle il plaide coupable. Une fois encore, il reçoit une peine de 3 mois de prison. À ce stade, la quasi-totalité des 10 millions a disparu. Avec peu d'éducation et un casier judiciaire, ses chances de trouver un bon emploi sont presque nulles. À sa sortie, Gerald emménage avec sa compagne. Ensemble, ils auront 6 enfants. Mais sans argent, il doit travailler. Il trouve des emplois agricoles dans une ferme locale. Un travail pénible pour un salaire dérisoire, bien loin du faste qu'il avait connu. Son cousin Mike dira plus tard « J'aurais voulu qu'il soit à l'abri pour la vie. Il aurait dû l'être. » Mais à la place, il a fait de très mauvais choix. À cela s'ajoute une autre lutte, la santé mentale de Gerald. Il devient silencieux, renfermé. Ses proches remarquent sa dépression, mais il en parle rarement. Son avocat, Tim Wallerson, expliquera que Gerald n'a jamais su s'adapter à cette richesse soudaine, surtout en venant d'une petite communauté, sans préparation à un tel bouleversement. En octobre 2005, exactement 7 ans après son gain, la vie de Gerald s'effondre complètement. Ce mois-là, on le retrouve dans le garage de la maison de ses parents. Il s'était donné la mort. La nouvelle choque toute sa communauté. Mike confiera que Gerald avait caché l'ampleur de ses souffrances. Les gens étaient bouleversés et surpris, mais Gerald était profondément dépressif, même s'il le dissimulait bien. L'histoire de Gerald n'est pas celle que l'on imagine en pensant aux gagnants du loto. Parti d'un milieu modeste, il a accédé brutalement à la richesse, mais sans soutien ni encadrement. La pression l'a consumé. Au final, le jackpot qui semblait être un rêve s'est transformé en première étape de sa chute. Nous sommes le 14 février 2013 à Mombasa, au Kenya. Harry Roy Wavers, un magnate britannique de l'immobilier âgé de 64 ans, vivait là depuis plusieurs décennies. Il souffrait d'hypertension, d'angine de poitrine et d'un trouble chronique de l'oreille interne. Ce matin-là, il se plaint de douleurs à la poitrine. Un médecin est appelé, mais à son arrivée, Harry est déjà décédé. Sa mort est attribuée à une cause cardiaque. Pourtant, ce qui semblait être une disparition soudaine allait se transformer en une bataille juridique et émotionnelle qui déchirerait sa famille pendant plus de 10 ans. Harry était un homme fortuné, propriétaire de plusieurs résidences en bord de mer, d'un patrimoine estimé à plusieurs millions de livres et menant une vie discrète mais confortable. De son premier mariage, il avait 2 fils, Richard et Philippe. De son second mariage avec Azra Parvend, il avait 2 filles, Hélène et Alexandra. Au moment de sa mort, Hélène et Alexandra se trouvaient au Royaume-Uni, tandis que leur mère, Azra, était à ses côtés à Mombasa. L'enterrement eut lieu rapidement le lendemain selon les coutumes islamiques. Aucun rapport de police ne fut établi, aucune autopsie pratiquée. Ses fils ne furent avertis qu'après la mise en terre. 3 jours plus tard, Richard et Philippe arrivent à Mombasa, mais découvrent que leur père avait déjà été enterré sous un autre nom, dans un cimetière musulman.
Pour eux, rien ne collait. Leur père n'était pas musulman, affirmait-il, et cet enterrement précipité cachait forcément quelque chose. En voyant le corps à la morgue, ils remarquent un visage rougi, des lèvres violacées. Ils prennent des photos, mais affirment que leur belle-mère et leur demi-sœur ont tenté de les en empêcher. Dès lors, le soupçon grandit. Les deux frères demandent l'exhumation du corps. La justice l'approuve en avril 2013, mais l'ordre n'est exécuté que le 31 janvier 2014. À ce moment-là, le corps est déjà gravement décomposé. Très vite, les accusations se concentrent sur l'argent. Les fils accusent leur belle-mère et leur demi-sœur d'avoir provoqué la mort d'Harry afin de s'approprier son patrimoine estimé à 7 millions de livres. Les filles nient catégoriquement, affirmant que leur père est mort naturellement et que leur frère ne cherchait qu'à obtenir une part plus importante de l'héritage. Les deux camps engagent des experts médico-légaux. Un médecin britannique ne trouve aucune trace de poison, mais un expert kényan affirme avoir détecté des résidus de pesticides. Problème, l'échantillon envoyé plus tard au Royaume-Uni l'a été dans un mauvais contenant, rendant l'analyse peu fiable. En 2018, l'enquête piétine. Les sœurs se disent injustement visées. Hélène reçoit des menaces anonymes qui seraient venues d'un employé du tribunal. Elle finit par abandonner sa carrière. Alexandra, de son côté, évite toute relation amoureuse par crainte des répercussions. Leur mère, alors septuagénaire, vit dans la peur d'être un jour envoyée en prison à l'étranger. Les procédures traînent pendant des années. En 2023, un magistrat conclut que la mort d'Harry n'avait rien de suspect. Mais les frères font appel et la haute cour ordonne la réouverture du dossier. En 2024, le magistrat David Odambo hérite de l'affaire. Après avoir passé en revue plus de 10 ans de témoignages, rapports et preuves, il estime que le corps était trop dégradé pour établir une cause précise du décès. Aucune preuve ne permet de relier qui que ce soit à un acte criminel. Selon lui, c'est le chagrin qui a brisé cette famille, plus encore que la perte elle-même. Même au tribunal, la tension éclate. Les sœurs crient sur les témoins. Hélène arbore un jour un gilet sur lequel on pouvait lire « Mon père n'a pas été assassiné ». Les conflits s'enveniment autour de la religion supposée d'Harry, du nom inscrit sur sa tombe, de l'absence de testament et même d'une mystérieuse lettre disparue dans un coffre bancaire. Finalement, en août 2025, le magistrat clôt le dossier. Aucune inculpation, aucune cause officielle de décès, aucun testament. Mais les querelles ne cessent pas. Richard et Philippe exigent que leur père soit réinhumé au Royaume-Uni. Les sœurs, elles, s'opposent et réclament un enterrement au Kenya. Le tribunal tranche. Sans testament, il n'a pas autorité pour décider. Aujourd'hui encore, plus de 11 ans après, le corps d'Harry repose toujours à la morgue de Mombasa, sans sépulture. Son patrimoine reste bloqué devant la justice et la famille demeure divisée, laissant de nombreuses questions sans réponse sur ce qui s'est réellement passé ce matin de février. Nous sommes le 21 mars 1947, à Harlem, New York. La police reçoit un appel signalant une odeur étrange émanant d'un vieil immeuble en grès brun situé au 2078 de la 5e avenue. Autrefois élégant, le bâtiment était tombé en ruine. Des tas d'encombrants l'entouraient et les habitants du quartier murmuraient depuis longtemps au sujet d'événements étranges à l'intérieur. Plus personne n'avait vu ses occupants, deux frères nommés Homer et Langley Collier, depuis des années. L'appelant décrivait l'odeur comme celle de la décomposition. Lorsque les officiers arrivent sur place, ils comprennent vite qu'il ne s'agit pas d'une intervention ordinaire. La maison est pratiquement barricadée. La porte d'entrée est bloquée, les fenêtres grillagées, et des montagnes de journaux, de cartons et de meubles brisés obstruent tout passage. Certains rapports affirmaient même que l'Anglais, le cadet, avait construit des pièges à l'intérieur pour repousser les intrus. Des rumeurs de trésors cachés circulaient depuis longtemps, attirant parfois des voleurs. Mais nul ne savait vraiment ce que les frères protégeaient ou dissimulaient. Incapables d'entrer, les policiers brisent une fenêtre du 2e étage. Après 5 heures de fouilles dans des amas interminables d'objets, ils finissent par découvrir le corps d'Homer. Il portait une robe de chambre et s'était affaissé, mort de faim et de maladie environ 10 heures plus tôt. Mais de l'Anglais, aucune trace. Au départ, la police pense qu'il a abandonné son frère. Certains affirment même l'avoir aperçu à Atlantic City. Les recherches s'étendent aux États voisins, mais sans succès. Pendant ce temps, les équipes de nettoyage commencent à vider la maison. Peu à peu, elles retirent plus de 120 tonnes de matériaux, des journaux, des meubles, des livres, un squelette humain, des organes conservés, des vélos et même une voiture Ford Model T. Ce n'est que le 8 avril, près de 3 semaines plus tard, qu'un ouvrier découvre finalement l'Anglais. Son corps se trouvait à seulement quelques mètres de celui d'Homer, enfoui sous des valises, des journaux et des cartons. Les enquêteurs concluent qu'il était mort dès le 9 mars. En tentant d'apporter de la nourriture à Homer, il aurait déclenché accidentellement l'un de ses propres pièges, provoquant un effondrement qui l'enterra vivant. Privé de son frère, Homer, aveugle et paralysé, ne put survivre.
L'isolement des frères avait pourtant commencé bien plus tôt. Issus d'une famille aisée, leur père était un médecin respecté et leur mère une chanteuse d'opéra. Tous deux avaient étudié à l'université Columbia. Homer devint avocat, l'anglais se forma en ingénierie et en chimie. Mais en 1932, un accident bouleverse leur vie. Homer est victime d'une attaque qui le rend aveugle. L'anglais abandonne alors sa carrière pour s'occuper de lui. Leur obsession pour l'accumulation d'objets s'accentue. L'anglais impose à Homer un régime à base d'oranges, de pain et de beurre de cacahuètes, persuadé que cela lui rendrait la vue. Il entasse des montagnes de journaux, convaincu que son frère rattraperait ses lectures une fois guéri. Mais l'état de santé d'Homer empire. Il devient paralysé, l'anglais de plus en plus reclus ne sort plus qu'à la nuit tombée pour se ravitailler. La maison se remplit de vélos, de landaux, d'outils, de matériel médical. Il creuse des tunnels dans les amoncellements et installe des pièges, à la fois pour éloigner les intrus et par pure paranoïa. Malgré tout, les frères n'étaient pas ruinés. L'anglais avait même fini de payer la maison en 1942. En 1938, ils avaient refusé une offre de 125 000 $ pour leur propriété, ce qui alimenta encore les rumeurs de fortune cachée. Mais leur argent ne les sauva pas. Au milieu des années 1940, leur maison n'était plus qu'un labyrinthe de débris qui finit par les piéger. La fin étrange des frères Collier choque l'opinion publique. Leur demeure fut rasée, remplacée par un petit parc qui porte aujourd'hui leur nom. Un espace calme, là où leur maison s'était effondrée sous le poids de l'obsession. Les deux frères furent enterrés dans des tombes anonymes aux côtés de leurs parents. Leur vie avait commencé dans le privilège, mais s'est terminée prisonniers des objets mêmes qu'ils n'ont jamais su abandonner. Le 23 décembre 2011, à Guangdong, dans le sud de la Chine, le milliardaire Long Liwan, âgé de 49 ans, s'assoit pour un déjeuner d'affaires qui semblait au départ tout à fait ordinaire. Il avait fait fortune grâce à une entreprise forestière et rencontré deux hommes pour discuter de la location de terrains boisés. Mais à la fin de l'après-midi, Long était mort, et ce repas qui n'aurait dû être qu'une formalité devint le cœur d'une enquête criminelle. Long avait un goût bien connu pour une spécialité locale, le ragoût de viande de chat mijotée. Il en avait mangé à de nombreuses reprises dans le même restaurant sans jamais avoir de problème. Mais ce jour-là, le plat avait un goût amer. L'un de ses compagnons, Hang W, le remarqua immédiatement. Long, lui, continua à manger. Il aimait ce mets plus que les autres. Ce jour-là, les trois convives étaient Long, Hang Wang et un responsable de l'agriculture. Hang Wang, après avoir inspecté les terres, ils s'étaient rendus ensemble au restaurant. Mais peu après le début du repas, Long commença à se sentir mal. Sa vision se troubla, il devint étourdi et se mit à transpirer abondamment. Hang Wang ressentit aussi des symptômes, mais plus légers puisqu'il avait mangé une plus petite quantité. Quant à Hang Wang, il éprouva lui aussi un certain malaise, mais se remit plus vite. Alors que Long faiblissait, Hang Wang l'exhorta à consulter un médecin. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Victime d'un arrêt cardiaque, il mourut peu après son arrivée. Dans un premier temps, la police pensa à une intoxication alimentaire. Le propriétaire du restaurant fut même arrêté pour avoir servi un plat dangereux. Mais la famille de Long ne fut pas convaincu. Il avait déjà consommé ce ragoût des dizaines de fois dans ce même établissement sans aucun problème. Elle exigea une enquête approfondie. Les analyses révélèrent que le ragoût contenait une plante toxique, le Gelsemium elegans, qui pousse dans le sud de la Chine. Bien qu'utilisée en médecine traditionnelle, même en très petite dose, elle peut être fatale. Ses effets sont connus: étourdissement, convulsions et arrêt cardiaque. Les enquêteurs en conclurent qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Le plat avait été délibérément empoisonné. L'attention se tourna alors vers Hang Wang. Ce n'était pas un simple fonctionnaire local. Il était directeur adjoint de l'agriculture à Baja Township et entretenait depuis longtemps des relations d'affaires avec Long. Mais ces relations s'étaient détériorées après que Hang eut détourné l'argent que Long lui avait prêté. Les tensions s'étaient aggravées lorsque Long avait commencé à le presser pour obtenir des faveurs dans ses affaires foncières. Quelques jours seulement avant le drame, Long l'aurait menacé de dénoncer ses associés à des responsables du parti. Un détail éveilla vite les soupçons. Durant le repas, Hang Wang s'était absenté une dizaine de minutes. Hang Wang s'en souvenait très bien. Ce laps de temps aurait suffi pour manipuler le plat. Ajoutons à cela la connaissance de Hang sur les plantes locales, y compris les toxiques. La famille de Long accusa également Hang de pratiques corrompues, notamment de lourdes dettes contractées envers le milliardaire. Si ces accusations étaient vraies, faire disparaître Long aurait effacé ses dettes tout en protégeant sa carrière. Le 30 décembre 2011, soit une semaine après la mort de Long, la police arrêta Hang Wang, soupçonné d'avoir volontairement empoisonné le ragoût. Cette affaire mit en lumière le côté sombre des conflits d'affaires en Chine. Ce qui paraissait d'abord être une simple intoxication alimentaire s'avéra être un acte calculé, motivé par l'argent, la trahison et le désespoir. Pour Long, sa fortune et son influence avaient peut-être fait de lui une cible. Ce déjeuner, censé renforcer des liens commerciaux, fut en réalité le piège mortel de ses derniers instants. L'histoire de Long laisse une question glaçante. Comment quelque chose d'aussi banal qu'un repas peut-il se transformer en une arme fatale ?